On entame cette deuxième table ronde sur la rénovation, réhabilitation. Je remercie tous les participants d'avoir libéré du temps pour partager leur expérience. On va commencer tout de suite avec une belle entreprise de BTP du territoire. L'un des freins rencontrés par les maîtres d'ouvrage, souvent, en tous les cas, l'inquiétude, c'est de dire oui, mais il n'y a pas d'entreprise qui savent faire. Est-ce qu'il y a un tissu d'entreprises qui seront compétents? Bon, ben, je vous passe tout de suite la parole à Monsieur Dora, qui dirige Sopribat et qui préside la FFB de l'Essonne. Bien, merci beaucoup de votre accueil. Donc, en effet, nous sommes donc la société Sopribat, un acteur, je crois, important sur le territoire de l'Essonne, mais de la région Île-de-France en règle générale. C'est une entreprise qui comporte qui a un peu plus de 20 ans, 25 ans maintenant même. Je me rajeunis volontairement parce que le temps passe vite. Mais une centaine de salariés spécialisés dans les travaux de peinture et de rénovation énergétique en isolation thermique par l'extérieur notamment. Nous avons beaucoup travaillé chez Sopribat avec ce que vous connaissez par cœur, du polystyrène. Bien. Étant moi-même président de la fédération du bâtiment de l'Essonne, j'ai construit avec le département notamment, mais aussi avec d'autres, une charte qu'on appelle bâtir avec l'environnement. Et on est aussi, et on essaie de faire une mixité aussi sur ce sujet avec des matériaux un peu plus propres, un peu plus biosourcés, tels que la paille, notamment. Alors, c'est un peu nouveau, hein, tout ça, on va pas se mentir, on le sait, hein, vous l'avez dit, j'imagine, depuis tout à l'heure que vous êtes là, et je suis désolé de ne pas avoir participé au début de la réunion, et je vais vous faire une confidence. Malheureusement, je ne pourrai pas non plus participer à la fin de cette réunion, puisque mon mandat de président de fédération m'oblige à être présent dans l'Essonne dans quelques minutes. Donc, je retournerai vers l'Essonne. J'en suis désolé, mais on m'a demandé de faire ce témoignage et c'est avec plaisir que je contribue à ça. Tout ça pour vous dire que globalement, aujourd'hui, l'entreprise Sopribat n'a pas eu de mal et de difficulté à se mettre aux matériaux biosourcés. Et je dis ça, sur la partie technique, bien évidemment, on a encore plein de choses à apprendre et la mise en œuvre n'est pas une mise en œuvre très traditionnelle, hein, c'est vrai, c'est moins une mise en œuvre de peintre qu'une mise en œuvre de maçon, parce que là, on retourne vraiment plus vers des matériaux de tradition et puis des mises en œuvre un peu plus traditionnelles. Mais au-delà de ça, on a réussi à embarquer, et je crois que c'est le plus important, l'ensemble des équipes. Et je crois que là, c'est aussi un moment intéressant pour une entreprise comme la nôtre, c'est d'embarquer les gens, les personnels de l'équipe vers quelque chose de plus vertueux. Et ça ne fait que me permettre d'imaginer qu'on a réussi cette mutation comportementale dans nos entreprises, à imaginer un avenir meilleur et une production de la rénovation énergétique dans de meilleures conditions. Donc voilà pourquoi Sopribat s'est engagé dans cette transition, entre guillemets, et pourquoi, en tant que président de la Fédération du bâtiment, je suis aussi vice-président départemental, vice-président régional de la Fédération du bâtiment, et c'est aussi pour ça que j'engage l'ensemble des acteurs de la rénovation énergétique à réfléchir à la rénovation énergétique autrement. C'est comme vous le savez, la rénovation énergétique est particulièrement portée par les finances publiques, c'est le moins qu'on puisse dire, et tant mieux, il faut que ça dure. Je milite suffisamment pour on le disait tout à l'heure, pour une sanctuarisation des aides à la rénovation énergétique, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui être soumis en permanence au changement de règles de financement de la rénovation énergétique à chaque PLF, où on est en train de se demander si on va pouvoir continuer à bosser. En tout état de cause, voilà, donc j'engage en tout cas l'ensemble de mes adhérents à réfléchir différemment, tout en préservant une fois de plus, et voilà, et parce qu'il faut se dire la vérité. Et en tout cas, on a engagé réellement une vraie démarche sur ce sujet-là, qui passe par de la formation, qui passe par un changement de méthode, qui passe aussi, je dois le dire, par un changement de règles d'approvisionnement sur les chantiers, de manutention sur les chantiers, parce que la paille, c'est un matériau qui est quand même relativement lourd. Donc voilà, donc avec le temps, on va réfléchir à tout un tas de méthodes, de nouvelles méthodes, et d'adapter de nouvelles méthodes à une rénovation énergétique un tout petit peu plus traditionnelle. Voilà. Je ne sais pas si j'ai d'autres choses à vous dire de plus que ça, mais en tout cas, voilà, on est particulièrement engagé là-dessus, et on espère que ça pourra prendre véritablement, et qu'on arrivera à surmonter les contraintes, hein. Je suis arrivé en cours de route, mais il y a certaines contraintes aujourd'hui assurantielles notamment, hein, qui font qu'il va falloir qu'on arrive à surpasser tout ça pour pouvoir avancer sur ces projets. Voilà.
Merci, Monsieur le Président. C'est un témoignage très intéressant parce qu'effectivement, il faut la volonté des maîtres d'ouvrage, mais si ça ne rencontre pas le savoir-faire des entreprises du bâtiment, on sera en difficulté. Et ce qui nous rend optimistes dans le Sud francilien, c'est que plusieurs entreprises, en particulier la vôtre et sous votre impulsion, se mettent à se former à la mise en œuvre des matériaux biosourcés. Donc, je crois qu'il faut qu'on se rassure là-dessus. Il y a un tissu d'entreprises qui bosse dans le Sud francilien à monter en compétences, qui fait des chantiers, qui se forme et qui sait faire. On poursuit, Rémi, avec toi, donc, Alors, pour nous présenter ce que tu proposes. donc voilà. Je voulais revenir un petit peu mais très rapidement sur les enjeux de la rénovation qu'on connaît tous. Voilà, c'est le chantier du siècle, avec des enjeux écologiques, des enjeux sociaux, des enjeux économiques, industriels, des enjeux patrimoniaux. Parce que la rénovation, si effectivement on met du polystyrène sur de la pierre de taille, on va se heurter à un tir de barrage de patrimoine notamment. La valorisation en isolation plutôt qu'en valorisation énergétique des matériaux biosourcés, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, donc je ne reviens pas sur cette slide, mais elle est très importante. Voilà, le meilleur kilowattheure, c'est celui qu'on ne consomme pas. Donc c'est à la base même du principe de l'isolation et de la rénovation énergétique. Donc il faut mieux isoler, c'est la sobriété que de chauffer. Vous êtes déjà tous convaincus. Ce marché de la rénovation énergétique, il a un petit peu explosé à partir de 2022. Ça, ce sont les chiffres de l'Agence parisienne du climat. Donc, vous voyez qu'il y a un nombre de nouvelles copropriétés inscrites sur Coach CoPro qui est passé de 1000 à 8000 à 7000 là en 2023. Et les chiffres 2024 sont encore plus importants. Donc, l'Agence parisienne du climat est une des agences les plus avancées en France, en Île-de-France et en France. Donc, voilà, ces chiffres montrent vraiment la dynamique du marché. Donc, même si on est encore loin des objectifs de 700 000 logements rénovés par an, il y a quand même un démarrage, une dynamique du marché soutenu par les pouvoirs publics. Donc, on est à Paris sur des taux de couverture de subvention de à peu près de 50%. Donc, c'est ce qui permet aux copropriétés ou aux tertiaires de vraiment passer à l'acte. Le sujet du patrimoine, c'est important en Île-de-France et dans les zones denses. Donc là, une petite fiche du PNR du Gâtinais qui va être bientôt diffusée sur ces enjeux d'isolant rapporté sur la maçonnerie existante et notamment tous les sujets de migration de vapeur d'eau, voilà, de confort, de perspirance, qui sont les sujets fondamentaux. Et voilà, et la paille, évidemment, répond à ces enjeux de perspirance, de capillarité des matériaux, tout en isolant et évidemment avec ses caractéristiques, ses qualités de matériaux biosourcés. Alors voilà quelques exemples d'ITE en Île-de-France. Donc on reconnaît peut-être des projets de Land Fabrique, de Rosny-sous-Bois, avec des typologies de bâtiments très différentes. Ça peut être de la maison individuelle, du petit collectif, jusqu'à des collectifs un peu plus haut, ici en R+7. Et ça, c'est un peu les enjeux aussi. Voilà, le pavillon, on a vu que on était plus proche des règles professionnelles. Sur les bâtiments de plus grande hauteur, il y a encore un travail réglementaire et assurantiel à faire. Voilà, quelques techniques alors là, c'est tout frais, ça vient de sortir, c'est Sheva. C'est un peu l'ensemble certaines techniques d'ITE. Donc, ITE paille rapportée sur maçonnerie existante, avec une ossature solidaire, avec une ossature indépendante, donc autoportante. On voit aussi du système calé-chevillé ou collé, chevillé et enfin lié, avec, dans les 3 dernières solutions, des lisses tous les 3 mètres, reprises sur la maçonnerie existante et ce travail des chevilles. Donc ça, c'est en cours d'élaboration au sein du RFCP. On a parlé tout à l'heure du programme de recherche POP 2030. Donc ce programme de recherche a justement pour objectif d'évaluer ces systèmes. Différents formats de paille. Donc on connaissait la paille de 36 cm. On connaît peut-être un peu moins la demi-botte de 22, donc c'est celle qui est en bas à gauche, qui est la botte coupée en deux. Des bottes à façon de 22 cm également, qui correspondent au marché en zone dense notamment. Et puis des nouveaux formats comme Copano,
qui sont issus de presses plus anciennes avec toute une rangée d'aiguilles et qui font 12 cm. Et on a vu la paille hachée, mais qui est peut-être moins sur cette table ronde, pour l'instant moins adaptée sur l'ITE. Voilà quelques photos de mise en œuvre, donc sur épine ou contre-sature, avec des feuillards et avec des chevilles. On a 3 modes de fixation de la paille sur maçonnerie existante. Alors, il faut évidemment, avant tout, caractériser la paroi existante et faire des essais d'arrachement, notamment. Donc, voilà des détails, des détails de liaison, donc en chantier et en coupe, et des principes en 3D. Voilà, sur un des chantiers, ça c'est à Sèvres, sur une maison individuelle de l'agence. Alors, encore des images de la fabrication des enduits chauds, sable sur paille à différents stades, avec la première phase donc, de Gopti, ensuite le corps d'enduit, et on voit une image de Rosny-sous-Bois avec la finition sur le centre de loisirs Jacques Chirac. Voilà, un autre enduit, c'est l'enduit terre. L'enduit terre sur paille. Donc la terre aussi a des très bonnes caractéristiques, notamment d'accroche, et évidemment des très bons bilans carbone, et peut être complété éventuellement en finition avec du plâtre pour être résisté aux intempéries. Après, il y a le débord de toiture, donc il y a tout un travail aussi de caractérisation des enduits à la pluie battante. Là aussi, le programme POP 2030 a prévu un certain nombre d'essais qui sont en cours sur des enduits plâtre chaud, plâtre terre, et toutes les combinaisons de mortier isolant avec des fibres aussi également. Bonjour à tous. Donc moi je suis architecte, chef de projet dans l'agence d'architecture Land Fabrique. Je vais essayer de faire assez court. J'ai 3 projets à présenter. L'objectif c'est d'un petit peu de présenter l'évolution des projets dans le temps. 3 rénovations par l'extérieur en paille. Globalement, donc à l'échelle de l'agence, l'agence Land Fabrique, c'est une agence qui est parisienne, mais qui a des projets un petit peu partout en France. C'est une agence qui a débuté vers les années 2006-2007, et depuis qui a un petit peu vécu une évolution de projet, donc qui est une agence spécialisée depuis ses débuts dans le bois terre paille. Mais qui de plus en plus s'oriente vers l'ITE et notamment les ITE biosourcés, donc la paille, et les types de construction un petit peu alternatives, des types plutôt qu'on ne voit pas vraiment de façon conventionnelle, comme la charpente-bois traditionnelle, ou les types d'utilisation de terre comme le pisé, les torchis ou la bauge. Donc le premier projet dont je vais vous parler, il répond un petit peu à ce qu'a commencé à dire Rémi, c'est qu'aujourd'hui on se situe un petit peu dans l'urgence climatique dans laquelle on est tous au fait. Et dans ce contexte aussi de besoin de rénovation énergétique de l'ensemble du parc immobilier existant en France, avec des objectifs d'ici 2030 de réisoler la quasi-totalité de ce parc en France. Ce qui nous amène forcément à le faire de façon la plus vertueuse possible, donc avec des matériaux biosourcés et en toute logique avec de la paille. Donc le premier projet que je vais vous présenter, c'est un projet qui a été réalisé en 2021 par l'agence, donc qui est par convention, donc la première ITE en R+7, avec c'était une ITE sur une partie d'un bâtiment, donc le ravalement de 4 façades d'un bâtiment, avec une partie en technique courante, c'est-à-dire avec une isolation en botte de 36 entre épines, et une partie sur 2 étages, les 2 étages du bas, avec une technique un petit peu moins courante qui était la technique bretelle. Donc ce qui est assez intéressant dans ce projet, et ce qui est important de relever, je pense, dans les 3 projets que je vais représenter, c'est à la fois d'être bien entouré, puisqu'on avait à la fois des très très bons
bureau d'études, maîtrise d'œuvre et une maîtrise d'ouvrage aussi qui était très engagée et qui a permis ce type de projet. Et qui du coup peut faciliter à la fois la conception et la réalisation du projet. C'est un ensemble d'une coordination entre différents acteurs qui fait que ce type de projet peut voir le jour. Et aussi, notamment, un aspect que Landfabrique met énormément en avant, c'est l'aspect d'expérimentation, puisque c'est par l'expérimentation que, à une petite échelle, à l'échelle d'une partie d'un projet, qu'ensuite on peut arriver à une généralisation, puisqu'on prouve en fait par ces expérimentations que c'est faisable et que c'est possible, comme ici par exemple avec les techniques bretelles. Donc le second projet dont je vais vous parler, c'est un projet qui est en cours de chantier, qui a débuté il y a quelques mois, ce qui est l'ITE des ateliers de construction des décors de la Comédie Française à Sarcelles. Donc ça, pour avoir un petit peu de contexte, c'est donc des ateliers, un petit peu les boîtes à chaussures qu'on trouve un petit peu partout dans les zones d'activité. Ici, la contrainte, c'était une des principales contraintes, c'était que la structure actuelle ne pouvait pas soutenir une ITE en paille. Du coup, on est venu encercler le bâtiment avec des murs ossature bois qui ont leur propre structure et qui viennent supporter une charpente par-dessus la toiture, donc un petit peu comme un sarcophage autour du bâtiment. Pour le coup, ce sont des techniques qui respectent les DTU 31.2, les façades de ossature bois. Donc avec des caissons préfabriqués qui sont apportés sur la façade et donc qui sont soutenus en pied par une structure béton. Ça, c'est une préfabrication par l'entreprise Isovou, donc qui prépare ces éléments dans le Morvan et qui les ont ensuite acheminés à Sarcelles. Pour le coup, on est sur ici des bottes de paille de 22, puisqu'on se rend compte en fait qu'en ITE, on n'a pas forcément besoin d'une épaisseur de 36 cm pour répondre aux exigences environnementales, ce qui permet d'avoir aussi des réductions à la fois des structures, donc avoir des complexes qui sont beaucoup plus frugaux, on va dire. Voilà, donc avec les principes de reprise d'ossature et de toiture et elles-mêmes qui viennent reprendre une toiture. Donc voilà, c'est pour montrer que ce type de projet, c'est au final, ça ressemble à un projet relativement conventionnel en ossature bois, toute somme classique, mais avec de la botte de paille de 22 en intérieur. Et donc le troisième projet que je vais vous présenter, c'est le projet donc sur lequel je suis chef de projet, qui se situe à Pont-de-Claix, donc en banlieue de Grenoble. Donc avec des contraintes assez fortes, sismiques, de pluie, de vent, notamment. Donc c'est un projet de rénovation énergétique globale de 2 barres de logement plus un petit bâtiment de logements sociaux en R+9. Donc ici, tout n'est pas isolé en paille, bien sûr. Les deux façades nord et sud sont dans des isolants relativement conventionnels, donc en laine de roche et fibres de bois. Les fibres de bois qui n'étaient pas forcément déjà simples à mettre en œuvre dans cette configuration-là. Et on a les 4 pignons des bâtiments qui sont isolés en paille. Donc, avec les différentes contraintes qu'on a sur le site, on a un projet qui est un petit peu ceinture et bretelles, notamment pour le sismique et la résistance aux pluies battantes et ruisselantes. Donc, ce qui est assez intéressant dans ce projet, c'est donc on a une configuration des pignons avec en rez-de-chaussée de l'isolation en laine de roche pour tout ce qui est départ de feu et gestion de rapport au public. Et à partir du R+1 et donc en R+8, on est en botte de 22 en système épine, donc des montants en bois. Et avec pour le coup des recoupements à tous les étages
que ce soit pour le feu ou le ruissellement à l'eau. Donc ça, concrètement, comment est-ce que ça a pu être possible? En fait, on s'est appuyé sur une appréciation de laboratoire qui était déjà existante, qui est donc une APL de la SI Sainte-Anne, faite par l'agence Dauphin en 2022. Et donc, qui était une APL avec essai au feu, donc le Pire 2. Et nous, on a contacté en fait le laboratoire qui avait fait cette appréciation de laboratoire. On leur dit voilà, on a cette configuration qui est la même que le projet que vous avez traité, mais en plus simplifié en un sens, puisque eux, ils avaient des ouvertures avec des menuiseries, nous non. Et on leur a dit voilà, on a cette configuration qui est en fait juste une répétition de ce que vous avez proposé, mais sur différents niveaux, donc concernant le feu. Hein. Et donc du coup, ils nous ont ils nous ont proposé de faire voilà, une extension une interprétation plutôt de l'appréciation de laboratoire pour adapter l'APL au projet. Et ensuite, donc c'est à l'appréciation du contrôleur technique qui, pour le coup, a changé en cours de projet pour des questions de matériaux et de compétences plutôt. Donc c'est là aussi où on dit que c'est quand même important d'être bien entouré, d'avoir les bonnes personnes autour de soi et des personnes qui sont compétentes, que ce soit au niveau des bureaux d'études, que ce soit au niveau de la maîtrise d'ouvrage qui, elle, était totalement engagée dans ce projet. C'est elle qui, de base, avait cette volonté d'avoir une partie du projet, ou tout le projet, mais ce n'était pas forcément possible, en paille. Et c'est voilà, avec des acteurs qui sont engagés que ce type de projet peut être possible. Juste pour conclure, je parlais d'expérimentation sur le projet de convention. On a aussi une part d'expérimentation, parce que nous, le R+9 en paille, on considère ça plutôt comme du conventionnel, du coup, enfin du nouveau conventionnel. Et pour le coup, l'expérimentation, on le fait sur un des petits bâtiments du projet, donc qui s'apparente à un pavillon. Et pour le coup, là, on peut se permettre d'avoir des techniques comme les bottes chevillées ou des copaneaux qui vont être mises en œuvre sur ce projet. Et pour conclure, voilà, cette expérimentation, Rémi en a déjà parlé, mais c'est aussi possible par des groupes de travail qui travaillent en ce moment sur des règles professionnelles de l'ITE Paille et qui mettent en œuvre notamment ce type d'expérimentation, de tests, pour aussi avoir des retours d'expérience et pouvoir orienter les choix dans la conception. Merci. Merci beaucoup. On retient pour tout le monde la botte de 22 qui, en Ile-de-France, a toute sa place plutôt que la botte de 36 parce que ça prend moins de place, très important pour nous. Pour les logements sociaux, on voit que pour les logements collectifs, il y a quand même des choses ingénieuses à faire en regardant des solutions qui ont déjà, entre guillemets, été labellisées. Pour nous, c'est une cible principale en Ile-de-France, enfin, c'est le public auquel on s'adresse. Hein. Il y a des solutions pour les logements collectifs sociaux, c'est pas la NASA. Donc, vous avez trouvé les bons leviers. Et donc, les solutions présentées sont faisables, en fait. C'est le sens de ces retours d'expérience. Sébastien, encore un acteur du Sud francilien. Bonjour à tous. Comment ça marche, du coup? Voilà. Alors, société MEA, on va fêter nos 50 ans dans 2 ans. On est charpentier tradi. Alors, c'est aussi pour ça, c'est aussi parce que dans notre ADN, on a un rapport aux matériaux qui est assez fusionnel. On va dire, quand on prend une charpente, eh ben, on a un rapport aux matériaux qui est complètement différent que d'autres métiers dans le bâtiment. Et donc, on a toujours été assez innovant, on va dire, mais toujours assez proche du matériau biosourcé et de savoir comment on allait faire plus avec moins. Et notamment, c'est toute la philosophie de la ferme latine, la ferme de Charpente, hein, c'est-à-dire qu'on fait tout avec du bois, avec des petits bois. Et donc, ça nous a amené ça nous a amené à faire de la paille il y a déjà un certain temps. Donc le premier chantier. Et puis à développer tout un réseau. Hein.
On a aussi participé à l'aventure pour faire du béton de chanvre, qui est une autre solution. Et on participe aussi à l'aventure de créer un atelier complémentaire là, sur le territoire qui fera de l'ossature bois avec tous les matériaux biosourcés et notamment de la paille. Hein, voilà. On voulait le faire exclusivement sur de la paille au départ, mais on va dire que les expériences qu'on voit en France voient que ça peut être un peu cyclique et donc du coup ça peut être un peu dangereux d'être sur un seul matériau et c'est pour ça qu'on a ouvert finalement à plusieurs matériaux. Donc je vais vous parler de trois références. Donc la première référence c'est avec la ville de Rosny. Donc ça voilà c'est l'expérience idoine parce que on a un maître d'ouvrage qui est très engagé, qui nous fait sortir de nos bases. Et donc on était vraiment aujourd'hui donc avec un volume existant de marché et des extensions sur les côtés en construction paille. Donc ça c'était en 2017. À l'époque, on parlait tout à l'heure de bureau de contrôle et d'assurance. Alors le bureau de contrôle qu'on avait était choisi par le maître d'ouvrage et bien choisi, et donc on n'a pas eu de difficulté avec ça. Par contre, notre assureur, quand on l'a appelé et qu'on lui a dit qu'on faisait de la construction paille, en 2017, il y a eu un blanc hein, au téléphone, mais véritablement, hein, je m'en souviens. Voilà. D'autant plus qu'il y avait en plus de la paille porteuse, mais qui était gérée par Apige sur ce dossier. Donc ça a été très formateur. Ça a été très formateur pour les équipes. Et c'est un projet qui s'est bien passé dans un délai qui était relativement court. Parce que les délais d'école, on sait jamais quand ça commence, mais on sait quand ça finit. Et plus ça commence vite, et mieux c'est pour tout le monde. Mais voilà. Et c'est un chantier qui a été multi-récompensé. On est BDF or. Voilà, c'était vraiment la bonne expérience pour commencer véritablement la construction paille. On a enchaîné sur divers projets, mais on va dire que jusqu'il y a 2 ans, on faisait un projet par an en paille. Alors des projets assez importants, mais un projet par an, c'était pour nous, je vais dire presque un épiphénomène, sans être sans être méchant. Et depuis 2 ans, il y a quand même une accélération sur le nombre sur la construction paille. Et ça, on faut remercier quand même tous les collectifs et toutes les initiatives qu'il y a depuis 10 ans, parce que voilà, on est aujourd'hui, ça prend et ça fonctionne et les gens commencent à avoir des vraies envies et des vraies compétences en paille. On a fait aussi la résidence des universitaires des Berthelottes. Alors ce projet-là, c'est un projet démonstrateur. Nous, on n'était que le fabricant, puisque c'était Bouygues Construction qui gérait le chantier. Et on a fait de l'expérience dans le sens où on voit tout de suite les contraintes, les limites culturelles finalement des grands groupes de maçonnerie, parce que pour eux, on livrait des panneaux qui étaient fermés, donc on la voyait plus la paille. Donc pour eux, tant qu'on était dans un planning sans trop de pression, ils géraient bien les recommandations qu'on leur avait données, notamment pour la protection de l'eau liquide. Dès que le planning a dérapé pour diverses raisons, parce qu'un chantier, ça reste un chantier, ça a été un petit peu la panique et ils ont un peu fait des bêtises. Malgré tout, voilà, la maîtrise d'œuvre était engagée et compétente, donc on a réussi en forçant un petit peu les équipes de Bouygues à faire quelque chose qui était cohérent. Mais rétrospectivement, on est quand même passé pas loin de la catastrophe quand même. Voilà. Alors voilà, nous on était que fabricants hein, et on a essayé d'amener de tenir la main de leurs équipes, mais c'était voilà, culturellement parlant, on voit qu'il y a un gap qui était important. Alors, je pense qu'ils travaillent aujourd'hui pour réduire tout ça, mais je pense qu'on en est encore loin.
Après, juste une critique sur ce projet-là, qui était donc un projet d'une résidence étudiante où on mettait un bâtiment à nu. Alors là, on ne le voit pas sur ces façades-là, mais on avait des façades qui étaient, certaines façades qui étaient assez ouvertes. Et donc, du coup, in fine, avec des façades pleines qui étaient peu, comment dire, à l'époque, on était sur de l'ossature bois avec de la botte de paille. Donc, qui était finalement, en termes de paille sur ces façades-là, il n'en restait pas beaucoup parce que, isoler un trumeau de 20 cm en paille, c'est toujours très très compliqué. Donc, pour des questions économiques et puis de bon sens, c'était isolé plutôt en laine de bois. Donc, la construction paille, on le voit d'ailleurs sur le projet de Land Fabrique de tout à l'heure, c'est-à-dire que des fois, il ne faut pas forcément vouloir la généraliser, mais il faut la mettre au bon endroit. Et un pignon, ça s'y prête vraiment, vraiment bien parce que c'est là, du coup, super efficace et super pertinent. Donc voilà, c'était juste le petit retour que j'ai sur ce projet, mais qui est un beau projet qu'on aime bien montrer et qu'on aime bien passer devant, parce qu'il est facilement accessible. Et après, donc en ce moment, on est en train de faire un projet pour la Poste Immobilier, où c'est une ancienne poste qui a été complètement déshabillée. On a gardé les poteaux béton et les dalles béton. Et on revient du coup avec un mur manteau, donc un FOB, tout en bois, où on a essayé de pousser la préfabrication à un maximum en atelier, d'autant plus que on est sur une dalle assez loin de la rue, dans un quartier, dans le quartier Beaugrenelle, donc des accès qui sont relativement compliqués. Et donc la Poste Immobilier, c'est un promoteur quand même assez important et qui n'avait pas l'habitude de faire ce genre de projet. Et on va dire que aujourd'hui, sur leur bâtiment, ils sont assez contents. Alors, c'est pas encore livré, hein. C'est en cours, mais ça devrait être d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine ou plus tard, ça devrait être finalisé. Et donc, c'est vraiment donc c'est un projet de réno parce qu'on a tout déshabillé, garder les structures et rajouter après le mur en mur manteau. Ça, c'est des projets qui se font facilement, qui sont même, je pense, à mon sens, économiquement parlant, viables, sans se poser trop de questions, parce qu'on va réemployer, on réemploie quelque part la structure existante, hein. Voilà, on a un bâtiment aussi qui est très rythmé, donc ce qui nous permet de faire pas mal de préfabrication en atelier, parce que les joints de construction finalement sont assumés, sont cachés. Et ça, c'est intéressant parce que on va limiter les échafaudages, on va pouvoir travailler en atelier très très loin dans le hors-site. Et donc du coup, on travaille au sol, on travaille au chaud, on travaille à l'abri des intempéries. Et Dieu sait qu'en 2024, on a pris de la pluie sur la figure dans le bâtiment. Et voilà, donc un beau projet qui, je pense, va faire référence. Ouais. Voilà. Je passe la parole du coup à Édouard Vermès. Bonjour. Donc j'ai une activité d'artisan dans la construction terre crue et paille, et j'ai fait beaucoup de rénovation paille sur des petits bâtiments, surtout des maisons individuelles. Et je vais pas redire ce qui a été dit par les précédents intervenants. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Cependant, il y a un truc qu'on n'a pas assez dit, c'est que la botte de paille, c'est un matériau intrinsèquement politique. Et ça, c'est vrai depuis l'origine de la filière paille. Et certes, c'est un matériau qui s'inscrit bien dans tous les projets de construction, d'aménagement contemporain, avec tous les labels qu'il faut. Mais on ne résoudra pas les problèmes écologiques avec les outils technocratiques qui les ont engendrés. Et moi, mon positionnement, c'est qu'il ne faut pas construire en Île-de-France. Hein, c'est radical, mais je pense que le jour où les camions rouleront plus et on aura plus d'intrants chimiques pour mettre dans nos sols agricoles déjà lessivés, en fait, on ne pourra plus nourrir les franciliens. Donc, quand on est constructeur, on est embêté face à ce problème. Donc, la rénovation thermique, je pense que c'est
c'est une solution, enfin en tout cas pour nos métiers et pour améliorer notre patrimoine bâti et même le patrimoine ordinaire. En fait, j'y vois trois avantages majeurs de la construction paille par rapport à la rénovation conventionnelle. Le confort d'été, déjà, parce que c'est une question auquel on va être confronté de plus en plus. La grande pérennité de la construction, parce qu'on rallonge la durée de vie du bâtiment, alors que certains bâtiments impropres enfin, quand on pose un polystyrène sur des bâtiments qui ont une migration naturelle de la vapeur d'eau, au contraire, on affaiblit la longévité du bâtiment, là, au contraire, on la rallonge. Voilà. Et en plus de ça, on participe à la réécriture du bâtiment. On fait une requalification totale des façades. Donc en fait, on rénove en dur. On pose un enduit avec des liants minéraux, donc ce qui est, à ma connaissance, le seul cas où on fait de la rénovation thermique avec un enduit minéral. En fait, quand on met un enduit sur fibre de bois ou sur laine de roche, c'est jamais du minéral, c'est toujours du synthétique. Donc en fait, on fait des bâtiments qui vont pouvoir être rénovés. On participe vraiment à la préservation de notre patrimoine bâti. Donc voilà, je voulais simplement, ça a déjà été dit, mais je travaille sur des tout petits projets, donc avec un jeu assez fin avec le matériau paille. Donc il y a des bottes de paille de 36, les plus communes, les bottes de paille de 22. Il y a plusieurs fournisseurs qui en fabriquent avec des formats différents. Et maintenant, les tatamis de paille qui sont très intéressants, qui font 115 mm d'épaisseur, et donc qui peuvent être combinés et permettre des jeux sur les épaisseurs et de répondre à des petites solutions techniques. Là, on voit par exemple sur le dessin de droite comment on peut, sur une ITE, sur un mur qui possède une sorte de saillie en pente, comment on peut, avec des bottes de paille, arriver à faire une ITE qui soit protégée de l'eau. Et puis sur le croquis de gauche, là c'est un petit retrait du bas du mur, comment on peut le gérer avec. Bon, voilà, c'est des petits jeux techniques auxquels la botte de paille se prête très bien. Après, les différents systèmes de pose, quand on veut s'inscrire dans la pose de paille en ossature, on peut donc poser comme sur le dessin de gauche avec des ossatures non traversantes ici. Mais ça implique d'avoir un calpinage extrêmement précis et d'avoir déjà sourcé le matériau, parce que les bottes de paille, ce n'est pas un produit de la construction, et donc elles ont des formats différents suivant le fournisseur qu'on trouve. Donc ça se joue au demi-centimètre. Et à l'opposé, on a la technique avec ancrage ponctuel. Donc ici, ce sont des chevilles qu'on voit sur le dessin de droite. Et en fait, on a des systèmes de pose assez efficaces qui permettent de comprimer les bottes au fur et à mesure de leur pose, et ainsi de répondre aux règles professionnelles. Moi, je considère que le dessin de droite est conforme aux réglementations, aux règles pro de la paille, puisqu'on a une compression minimale des bottes, confère page 69 des règles pro 3e édition, et un maintien anti-déversement ponctuel, confère page 70. Donc ça permet évidemment d'être beaucoup plus économique, puisqu'on n'a plus besoin de bois. Donc là, c'est des feuillards polyester, donc c'est pas très écolo, mais il y en a des quantités quasi négligeables. Et ça permet, voilà, de plaquer les bottes, de limiter les ponts thermiques, plus d'ossature, plus de rebouchage nécessaire, et surtout, voilà, de bien plaquer les bottes les unes sur les autres. Donc voilà quelques expérimentations. Donc ça, c'était un chantier d'insertion chantier d'apprentissage mené à la Capige, où on a testé 4 systèmes de pose de bottes de 22 cm, donc sur le même chantier. Donc on a de gauche à droite des chevilles à frapper, donc les chevilles classiques pour l'isolation. Après, on a des poses collées, là, ce qu'on voit plus bas. Après, on a de la bretelle, pose bretelle. On voit un petit peu les bretelles qui dépassent là en haut. Et puis après, c'est des clous d'isolation. Donc, les clous d'isolation, ça ressemble à une arme à feu, en fait. On vient traverser la botte de paille avec cet élément.
qui ressemble à une cheville, mais avec une pointe au bout, et une détonation. Là, c'est un modèle qui fonctionne à gaz, donc c'est une cartouche de gaz enflammée. Ça existe aussi à poudre. Il y a deux modèles, en fait, Hilti et Alsafix. Et donc, il permet assez rapidement de faire de l'ITE. Et là, on est compétitif d'un point de vue économique parce que ça va assez vite par rapport à des isolants conventionnels. Mais ça ne se prête pas à tous les supports du tout. Ça se prête que à des supports très durs, donc béton armé ou briques enduites avec du ciment. Donc voilà, alors après, la question de la lisse basse et de la statique de l'enveloppe, ça c'est fondamental quand on fait l'ITE paille parce qu'on rapporte un matériau qui est lourd. Et la botte de paille, elle fait, certes, pour une botte de 22, elle va faire 22 kg au mètre carré, mais l'enduit, s'il fait 4 cm, fait 80 kg au mètre carré. Donc on est sur un poids qui est pas du tout négligeable. Donc une règle de base, c'est de vérifier si le centre de gravité de la nouvelle enveloppe reste dans le centre de gravité du mur existant, si on a besoin ou pas de poser des nouvelles fondations. Alors après, il y a un autre test, c'est le support, le mur support. Est-ce que les ancrages qu'on va fixer dans le mur vont résister? Est-ce que le mur, le système complet va résister? Donc là, par exemple, c'est un test d'arrachement artisanal avec un tendeur sertisseur qui permet d'appliquer une certaine force. Et puis on a un dynamomètre qui nous indique là on est en train de tirer de 184 kg sur ce petit assaut contre le mur. Donc on est bien au-delà de la charge nécessaire. Donc là par exemple c'est un test valide pour tester un accrochage sur ce mur. Donc là, voilà, ça c'est un autre type de test. Hein. Ça, c'est commun à tous les systèmes d'ITE. On doit tester le support, mais c'est plus important encore pour la paille que pour les autres, puisque on a un matériau lourd. Donc là, c'est une pose collée. On a mis juste un clou, ce qui permet de maintenir la botte le temps du séchage de la colle. Et donc, ça tient très bien. Ça tient 125 kg. Donc voilà, on a la preuve d'un système qui fonctionne très bien et qui est certes pas... qui n'est pas sous avis technique, mais bon, qui fait une preuve empirique de succès, quoi. Alors après, dans toutes les lisses basses différentes qu'on peut poser, donc la plupart des cas, en tout cas, moi je constate que le plus simple, c'est toujours de se fixer à l'existant, de se soutenir sur le bas du mur existant et d'éviter d'avoir une nouvelle fondation, parce que là on peut créer des tassements différentiels, des choses qu'on n'a pas du tout envie de voir. Donc différents cas, je vous montre trois listes différentes. Vous voyez, la première, c'est un petit bloc de Cyporex qui est lui ancré au mur, hein. Ça se voit pas, mais il est collé. Je vais vous le montrer juste après. Voilà, on ancre le mur, on ancre le Cyporex au mur, donc il tient vraiment sur le mur et pas sur le sol. Et en plus, il est équerré, on voit il y a des petites équerres qui le lient au mur. Et après, voilà, là, les deux systèmes bois. Donc pour des bottes de 36 au milieu et pour des bottes de 22 sur la photo de droite. Donc là voilà, encore une solution. Là, on a une lisse basse qui est en zigzag qui suit le mur maçonné, donc parce que la paille évidemment elle a peur de l'eau, l'eau du sol et l'eau du ciel. Et donc ensuite il y a un autre sujet qui est important, c'est qu'on est sur des enduits traditionnels très épais. Donc le meilleur support qu'on puisse avoir quand on fait une ITE, c'est la paille elle-même. Donc on essaye de limiter les rives en panneaux. Et là, par exemple, c'est une solution pour avoir un système épine, c'est-à-dire des bottes maintenues entre panneaux de bois, mais sur la rive, on va quand même enduire directement sur la paille. On préfère toujours se poser sur un matériau qui est support d'enduit que sur un panneau, même si ce panneau est réputé pour être support d'enduit, parce que ce ne sera jamais support d'enduit minéral de 4 cm. Donc là, voilà, c'est des solutions pour les baies. Donc le sujet de la forte épaisseur des bottes invite à re-questionner la baie. Des éveils en arrondi, par exemple, ça peut être une solution pour limiter la perte de luminosité, et aussi ça améliore la longévité de l'enduit, parce que là, on n'a plus de point de fragilité. Donc ça, c'est des petits détails d'une fenêtre. Donc là, en revanche, pour les linteaux et appuis, il nous faut une pièce de bois de la pleine épaisseur de l'enduit, parce qu'on a besoin de faire arrêter un élément non hygroscopique, donc le larmier zinc,
ou l'appui. Donc là, deux solutions complètement différentes. Donc dans le cas de gauche, on a un tableau complet réalisé en caissons isolés sur lequel la paille va buter. Donc c'est des caissons de 36 cm d'épaisseur. Et sur la photo de droite, donc c'est des bottes de 22. Et là, on n'a rien du tout. On a juste un ergalto qui vient éviter la fissuration entre le nouvel enduit qu'on met sur la rénovation et l'ancien enduit, l'enduit du mur existant. Donc voilà, là on voit un système un peu mixte où on a le linteau qui fait la pleine épaisseur de la botte et le tableau vertical qui est plus fin et qui permet donc d'avoir un arrondi. Donc ensuite, si on va du bas en haut, donc le sujet de la pluie, c'est le plus important. Le fait que l'épaisseur des bottes, et que ce soit pas un matériau si facile que ça, enfin un matériau anisotrope, le rend pas évident à découper dans toutes les dimensions. Donc il y a des solutions à trouver, suivant qu'on soit par exemple sur un pavillon d'une maison à deux pans de toit. Donc on a un mur goutreau, où les bottes seront coupées dans un plan perpendiculaire, enfin parallèle aux ficelles, et un mur pignon où là les bottes seront coupées dans l'autre sens. Donc voilà, à chaque fois il faut s'adapter à des situations, mais c'est assez faisable. Et là, un cas un peu emblématique d'une ITE paille de 36 où le débord de toiture existante ne suffisait pas, donc on a dû rallonger la toiture existante avant même de faire l'ITE. Merci beaucoup, Edouard. Peut-être un dernier exemple Ah oui, bah là, c'est un cas encore plus spécifique. On a dû recréer des cache-moineaux. Donc, en fait, l'attention particulière à tout ce qui encadre la construction paille va nous permettre ici d'avoir un support parfait pour la paille et nous permet de gagner quelques centimètres aussi de débord de toit. Mais voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc un chantier à Ballancourt, on voit la technicité et en même temps l'expertise qui est disponible sur ces questions. Je passe donc la parole maintenant à Profibre, Antoine Bardin, et on va retrouver le sujet des bottes de 22, je pense. Oui. Bonjour à tous, je suis donc Antoine Bardin, responsable pour l'entreprise Profibre Biofib du groupe Cavac Biomatériaux. Avant tout, Profibre a été intégré en fait à Cavac Biomatériaux, c'est pour ça qu'on parlera essentiellement de la Biofib paille. Un petit rappel, Cavac Biomatériaux, c'est une coopérative agricole qui est basée en Vendée. On produit des isolants essentiellement à base de chanvre, mais aujourd'hui, maintenant, on produit aussi de l'isolant en paille. L'idée, c'est de mettre en avant le côté agricole des produits et les bienfaits de l'agriculture dans le bâtiment. C'est pour ça qu'on va parler vraiment d'une filière qui va être la filière du champ au chantier, puisqu'entre les champs les plus éloignés de l'usine et les sites de production, on est à maximum 100-150 km. Donc l'idée, c'est d'avoir un circuit court, fabrication locale, et on transforme tout de A à Z sur les deux sites industriels, puisqu'on vient d'en avoir un nouveau qui vient d'être inauguré il y a à peine 2 semaines. Les deux sont à Saint-Gemme-la-Plaine et Saint-Hermine. Donc origine France, sur le coin de l'ouest vendéen, en Vendée-de-Sèvres. Au niveau de la gamme, on a une gamme qui est très large et vraiment adaptée à tout ce qui est isolation thermique intérieure principalement. Et aujourd'hui, on vient faire de l'isolation extérieure avec la botte de paille, néanmoins aussi avec du béton de chanvre. Je vais passer rapidement sur l'ensemble des produits puisque le best-seller de notre gamme, ça va être le Biofib Trio que je pense certains doivent connaître déjà. On a aussi un nouveau produit qui vient de sortir, c'est le Biofib Cloison, et pour tout ce qui est cloison de distribution et la botte de paille de chez Profibre, sous le nom Biofib Paille. L'intérêt, c'est d'avoir une gamme essentiellement sur des produits bas carbone et qui vont amener même des produits négatifs en empreinte carbone, d'où les produits 100% chanvre et le produit en botte de paille. Et plus précisément, le produit donc, en botte de paille, donc c'est une botte de paille qui fait 55 de large par 62 haut et en épaisseur 22 ou 36. On a testé la botte de paille sur notre nouvelle usine, sur les locaux de notre nouvelle usine en toiture pour la botte de 36, qui est instrumentée et testée. Donc ça, on pourra voir après avec les collègues de la recherche et développement de chez Cavac Biomatériaux.
Néanmoins, on a aussi la botte de 22 qui, effectivement, comme on l'entend depuis tout à l'heure, est un vrai sujet en Île-de-France, où c'est une botte de paille qui va avoir une très bonne performance en termes de confort d'été, un produit végétal qui est négatif en empreinte carbone, et par contre, c'est une botte de paille qui est dépoussiérée. En fait, c'est un peu, si on prenait l'exemple d'un Lego pour adultes dans les ossature bois, tout ce qui va être ITE, on va aussi avoir des sujets avec des études par rapport à ça. Un petit projet, justement, pour pouvoir montrer un peu en avant, un petit clin d'œil pour l'entreprise Les Grands Moyens. Test sur une ITE botte de paille chevillée, sur laquelle après on va avoir une matière de finition qui est de la terre chaude, telle que l'on voit ici. Donc on a une dernière intervenante que je remercie vivement d'intervenir, qui nous rejoint depuis le chantier de Grigny, je pense. Voilà, donc dans Grand Paris Sud, un chantier qui est en cours. Je vous laisse nous en parler. Merci beaucoup. Donc bonjour, moi je suis Marie Gillette, donc je suis architecte pour l'agence Dumont Legrand Architecte, et je m'occupe du suivi de chantier donc du groupe de la réhabilitation extension du groupe scolaire Jean Perrin et Paul Langevin à Grigny. Et c'est donc le projet dont je vais vous parler aujourd'hui, par l'intermédiaire de la question qu'on se posait, est-il possible de combiner patrimoine architectural et démarche environnementale ? Pour répondre à cette question, on va juste revenir rapidement en arrière sur le processus d'utilisation des matériaux à l'agence, et plus particulièrement donc, les matériaux biosourcés. Là, on voit au démarrage de l'agence, le travail de la matérialité se faisait vraiment en réaction à une volonté d'abandonner l'extractivisme du béton. Et donc, ça passe notamment par l'utilisation du bois sur un préau à Versailles livré en 2007. Et quelques années plus tard, on a un changement qui s'opère sur le processus d'utilisation des matériaux. On les considère plus comme que des éléments de construction, mais ils sont pensés vraiment avec une nature émotionnelle et le confort qu'ils apportent à l'intérieur. Là, on peut voir justement l'artiste de l'œuvre Satoru Miki, qui est une sculpture en chanvre qui s'appelle « Fermer les yeux ». En fait, ce qu'on comprend du coup, c'est que construire avec des matériaux naturels, ça permet évidemment de réduire l'empreinte carbone, d'ajouter du confort aux espaces intérieurs, et ça offre aussi une économie sociale intense. Mais ça va aussi impliquer un grand changement au niveau de l'architecture, puisque dû à la spécificité de notre climat européen, on va cacher et protéger ces matériaux. Et on va perdre un peu cette évidence qu'on avait dans les bâtiments du XXe siècle où la composition de la paroi était lisible clairement en façade. Aujourd'hui, on va avoir cette complexité donc, de la peau qui est cachée, va impliquer un vaste panel d'expression. Là, par exemple, on voit 3 projets de l'agence. Et donc, sauriez-vous deviner ce qui se cache derrière ces façades ? C'est vraiment difficile de le savoir comme ça. Donc, en gros, là, on a 10 logements en chanvre dans la ville des Loges en Josas, 96 logements en terre, paille et chanvre à Biganos, et le projet donc, de Grigny, qui, lui, est un groupe scolaire en paille. Donc la question, comme je disais, qu'on se pose, c'est est-il possible de combiner patrimoine architectural et démarche environnementale ? On va essayer de répondre à cette question à travers 4 projets, 3 premiers qu'on va passer très rapidement, et enfin, du coup, le projet de Grigny. Là, on voit donc la réhabilitation extension d'un immeuble d'habitation du XVIIIe siècle en chaux-chanvre à Paris. Ici, on est venu isoler la paroi existante en pierre avec 12 cm de chaux intérieur et 4 cm extérieur. L'idée le choix de ce matériau, ça a permis donc une paroi qui est très bien isolée, mais qui aussi est perspirante grâce à la composition de la paroi existante en pierre. Et surtout aussi, on a pu, avec seulement les 4 cm extérieurs, conserver les mots des natures qui faisaient l'essence de ce bâtiment du XVIIIe siècle. Sur exactement le même principe, on est venu faire la même chose sur la réhabilitation d'un immeuble du XVIIIe siècle à Brunois. Et là, la particularité de ce projet, c'est qu'il a été instrumenté avec des sondes qui ont été disposées à l'intérieur du bâtiment pour justement confirmer ou valider les calculs théoriques qui ont été faits sur l'aspect thermique du chanvre. Et aujourd'hui, on commence à avoir les premiers retours qui montrent que les objectifs sont largement atteints. Donc c'est plutôt positif. Troisième réhabilitation, cette fois, c'est un ERP, c'est en chantier actuellement, donc un groupe scolaire à Creil, qui lui est un bâtiment du début du XXe,
Donc là, on a une paroi qui est en pierre du bassin de l'Oise, en pierre calcaire, qui, comme les deux projets précédents, la matérialité faisait partie de l'identité de ce bâtiment. Et donc, encore une fois, on est venu, cette fois en bloc de chambre à l'intérieur, pour isoler cette école. On arrive du coup à la réhabilitation du groupe scolaire Langevin-Perrin à Grigny. En fait, ce projet il marque le passage à l'agence de la question sur la paille. Donc, c'est le premier projet en paille de l'agence, suite à toute une période liée aux chambres. Et la particularité de ce projet, c'est justement qu'il a été construit en 1972. Et c'est ça qui nous a orientés cette fois plus vers la paille. On est ici dans le quartier des Tuileries à Grigny, le long de l'avenue des Tuileries. Le projet, il est constitué donc de 3 ensembles qui sont uniquement reliés au rez-de-chaussée, qu'on est venu connecter sur l'ensemble des niveaux dans le... pardon, je m'embrouille un petit peu. Oui, voilà. En fait, oui. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ce projet qui a été construit en 1972, il est caractéristique de l'architecture moderne. Et il a ici donc des volumes assez distincts qui sont marqués, qui sont reliés au rez-de-chaussée, et surtout une trame structurelle de 3,90 m par 3,80 m et une structure en poteaux et dalles en béton. Nous, dans le cadre du projet, donc là, on peut voir les façades existantes avant intervention. Et dans le cadre de notre projet, ce qu'on est venu faire, c'est relier les 3 volumes existants pour les reconnecter au niveau de l'ensemble des étages et créer des extensions au rez-de-chaussée qui ont permis de marquer clairement les accès qui étaient difficilement lisibles à la base. Là, on va voir la vue globale du projet après l'intervention. Et donc, ce qu'on est venu faire, c'est isoler l'ensemble des murs existants avec un mur ossature bois en paille et recréer les extensions, elles aussi, en simplement mur ossature bois paille sans le plaquer contre un voile de base. On a pris le parti donc, de favoriser une surisolation et faire fi de l'aspect perspirant, puisque sur l'existant, on était en béton, donc on n'avait pas cet intérêt-là à la différence des autres projets. Et ce qu'on a vraiment voulu marquer, c'était pas tant la matérialité béton qui faisait pas l'essence de ce projet, mais conserver ses volumes et la trame qui était l'intérêt vraiment de ce bâtiment. On a des larges baies qui avaient été comblées en allège au fur et à mesure de l'évolution du projet. Et donc là, dans les façades projetées qu'on voit ici, on est venu recréer vraiment ces baies toute hauteur au niveau de la façade principale. Et donc on lit bien les 3 volumes qui existent et qui sont même marqués au niveau des extensions. Sur cette coupe, on peut voir donc c'est une coupe sur l'existant où on voit bien donc le voile existant avec le mur ossature bois qui est venu être plaqué avec l'isolation paille. On est en paille enduite à la chaux sur un support d'enduit dans tous les étages et on est en mur ossature bois fibre de bois avec un bardage béton au rez-de-chaussée, ce qui donne sur cour du coup quelque chose de plus robuste. Aussi, on est venu changer l'ensemble des menuiseries extérieures. On vient déplacer la menuiserie extérieure au nu intérieur du mur ossature bois pour éviter... L'objectif, là, c'était de maintenir l'écriture, encore une fois, du bâtiment d'origine et éviter un effet doudoune sur ce bâtiment où on vient retrouver... on évite une surprofondeur de la menuiserie extérieure à cet endroit-là. Là, on voit donc la vue projetée. Actuellement, on est à la fin de la démolition. On va bientôt avoir les murs ossature bois avec l'entreprise MEA, du coup, qui vont pas tarder, normalement, d'ici la fin du mois. Et juste pour remettre un peu le contexte global du projet aussi, on est donc à Grigny, qui est une commune qui a la particularité d'être dans une zone en rue. Et donc, dans le cadre du concours, il y avait une démarche environnementale assez ambitieuse, mais il n'y avait pas de matériaux imposés. C'est nous qui sommes venus proposer la paille. Et c'est quelque chose qui a été très favorablement reçu par la maîtrise d'ouvrage et tous les organismes qui gravitent autour. Une fois le concours validé, la paille n'a jamais été remise en question et a été même portée et encouragée par la mairie. Et ça, on les remercie pour ça. Ils ont là-dessus une démarche environnementale assez ambitieuse et innovante, mais pas non plus une volonté de labellisation ou d'affichage. C'est vraiment dans un but éco-citoyen et c'est ça qui a aussi permis de poursuivre le projet jusqu'ici. On peut voir là une petite vue donc, sur le préau
Et ce qu'on n'a pas parlé aujourd'hui, mais voilà, c'est tout un city stade qui va venir en phase 2 du projet, juste sur les terrains d'à côté. Juste voilà, sur toujours le travail de la maternité à l'agence, on a remis donc deux beaux projets qui sont en cours, un groupe scolaire à Melun qui lui est en ossature bois Cogeterme qui est en chantier actuellement, et un groupe scolaire dans la ZAC des Chantraines à Gennevilliers qui part en appel d'offres bientôt et qui lui aussi est donc en ossature bois paille avec la ventilation naturelle. Donc à voir voilà, sur la suite des projets sur la maternité à l'agence. Donc voilà. Super, merci beaucoup. Je salue aussi la ville de Grigny qui est présente dans la salle. Et effectivement, il y a une volonté forte, hein, je ne parle pas pour vous, Jean-Marc, mais quand même, de favoriser l'emploi des matériaux biosourcés et quand même de la paille. En vrai, c'est pour ça que ça a été bien accueilli, parce que ça fait longtemps que ce sujet est effectivement porté aussi par la ville de Grigny.